j'envisage que le maître d'ouvrage prenne la parole en premier, mais je laisserai vraiment se dérouler les explications, puisque c'est tout ce qu'il y a dans le projet qui est le plus passionnant là-dedans. Alors, je témoigne en tant qu'ancien directeur du patrimoine, puisque j'ai changé de poste. Vous voyez, la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre, puisque aujourd'hui je suis maître d'ouvrage de la caserne. Donc on reste sur la... Je crois que certaines personnes connaissent déjà ce projet. Donc Champlain, bah, c'était un peu... Je vais vous raconter une histoire. On s'est mis d'accord. On ne s'est pas mis d'accord, mais c'est la surprise. Je vais vous raconter l'histoire de comment est-ce que ce projet il a été créé. Il a été créé d'abord parce que ici, à Poitiers, dans la Vienne, il y a un vrai réseau autour de la construction durable, et je salue évidemment Obéis, mais je salue toutes les individualités qui se sont rassemblées et qui partagent régulièrement l'ensemble, voilà, peut-être de leur petite folie, hein, et je vais vous en témoigner une certaine, puisque quand on a parlé de Champlain, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit « Tu connais toi la paille hachée ?» La paille hachée, c'était complètement inconnu au bataillon. Et puis, il fallait absolument que je propose un projet qui se vende, hein, puisqu'il y avait des subventions à la clé. On était dans la dynamique du plan de relance, donc il fallait être sérieux dans ce qu'on proposait. Et puis, c'est comme ça qu'on a commencé cette aventure-là. On a commencé à parler de bâtiments durables et toutes ces techniques nouvelles dans une carrière. On s'est rencontrés dans une carrière au travers d'une rencontre organisée par Obéis. Donc ce que je vais vous faire passer comme message, et après je passe le micro, c'est que si on arrive à de tels projets, c'est par le partage, c'est pas en restant dans son bureau en tant que maître d'ouvrage, c'est pas en restant dans l'entre-soi, c'est en faisant ce que vous faites aujourd'hui. Et je vous félicite et je remercie toutes les équipes d'avoir participé à ce projet, et je laisse la parole au plus intéressant. Merci, c'est beaucoup d'honneur. Effectivement, on l'a dit juste avant, un maître d'ouvrage c'est important, et Julien nous avait dit une maîtrise forte c'est important, mais je crois qu'une maîtrise d'ouvrage forte c'est aussi important, les deux sont importants. Et on parlera aussi des entreprises évidemment. Je vais faire vite, on n'a pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de slides. Je vais passer sur la grande présentation. Je m'arrête 2 minutes. Effectivement, on a une équipe locale avec qui on a l'habitude de travailler et avec qui on continue d'autres projets actuellement. La caserne en fait partie, mais il y en a d'autres. C'est important d'avoir ces habitudes de travail pour les perfectionner à chaque fois. On a la chance d'avoir Merlot aujourd'hui qui est sur plusieurs projets, et c'est des marchés publics, hein, ils se positionnent. Et voilà, donc toutes ces entreprises, la plupart étaient du coin, c'est important aussi, c'est de faire vivre un écosystème. On essaye aussi dans notre rédaction de tendre vers ça, des marchés publics, et l'appel d'offres se concrétise de cette manière. Des partenariats, on a dit, les connexions humaines sont importantes, et le Crous les avait initiés avec Handisup, qui est une association sur le campus qui travaille le handicap. Donc ils ont étudié notre projet, on a eu des échanges pour l'améliorer, peut-être parfois aller au-delà de la réglementation, même pour la déroger, parce que de manière pratique, ils ont d'autres habitudes et d'autres façons de voir la chose. Donc on a appris des choses sur ça. L'école du design qui a participé, on le verra, à travers le projet. Donc ils sont venus, on a échangé sur le projet, et il en est ressorti deux choses. Une en lien avec la LPO, et c'est le troisième acteur, qui est un partenaire depuis une vingtaine d'années, avec qui on travaille, qui était venu nous voir il y a 20 ans pour intégrer des nichoirs dans des bâtiments neufs, et ça ne fait que perdurer. Aujourd'hui, le PLU l'impose pour certains bâtiments. Voilà, donc démarche frugale, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est un schéma qu'on apprécie énormément, et Agathe qui est mon assistance aussi. Donc heureux. Ce projet est exemplaire et en tout cas pionnier dans beaucoup de domaines, et notamment dans la démarche BDNA. C'est une démarche qui existe dans d'autres régions, et on a été un peu essuyer les plâtres de cette démarche, avec sa grande thématique, je ne vais pas m'attendre. Une accompagnatrice, Alter, Christine,
Christine. Et puis des moments très importants, qui sont des moments de partage, encore une fois, avec l'équipe de maîtrise d'œuvre au début en conception, les entreprises qui viennent aussi en phase réalisation et encore une phase d'usage. Pour Champlain, ce sera peut-être le premier en Nouvelle-Aquitaine aussi. On y travaille. La phase d'usage est encore une autre phase. On a livré le bâtiment, on l'a co-construit ensemble. Julien y était, mais il est parti, et donc du coup on a une nouvelle direction. Donc il faut recommencer les choses, il faut retrouver une dynamique. Et voilà, c'est une question humaine à chaque fois. Donc un bâtiment qui était médaillé d'argent en phase de conception, qui a obtenu une médaille d'or grâce à un appel d'offres assez fructueux qui nous a permis de retenir beaucoup d'options, pratiquement toutes les options. Parler du bâtiment, c'est aussi parler de l'usage, c'est la principale la principale chose qu'on a mise en place, c'est forcément une invitation de l'enveloppe pour le confort d'hiver comme d'été. Julien l'avait initié en amont avec les acteurs de la paille hachée, qui était une innovation sur ce projet, je vais y revenir. Donc l'enveloppe, c'est aussi la toiture, c'est une toiture qu'on a souhaité de type cool roof, c'est-à-dire blanche pour éviter l'effet de chaleur, l'effet d'îlot de chaleur, mais c'est aussi désimperméabilisé. Alors on n'avait pas beaucoup de terrain, et on avait 5 places de parking qui ont pu être rendues à la nature et en faire aussi des espaces de convivialité pour des travailleurs qui y habitent. Le restaurant universitaire de Champlain, j'ai oublié de le dire, c'est à la fois un restaurant universitaire à l'étage et des bureaux pour la vie des services du CROUS, la division de vie étudiante, et puis les services sociaux qui sont aussi partagés avec l'université. Voilà, il y a l'accueil aussi des jeunes, et puis c'est aussi une usine centrale qui dessert aussi d'autres restaurants. On continue sur la désimperméabilisation, la nature, et là c'est l'intégration du vivant dans le bâti, donc c'est l'intégration de nichoirs. C'est aussi penser que c'est bien mettre des nichoirs, mais les oiseaux comme nous ont besoin d'aller se ravitailler en nourriture et en eau. On a la chance d'avoir un bassin en eau juste à côté, un bassin d'orage, et on a travaillé la palette végétale pour eux aussi, pas que pour nos beaux yeux. Voilà comment ça se concrétise. On voit l'entreprise Merlot mettre en place des nichoirs dans l'isolation, dans l'épaisseur d'isolation. C'est important, c'est comme nous, ils ont besoin de cavités qui soient à température plutôt comme nous, quoi. On a besoin d'avoir un peu moins chaud en été et un peu plus chaud en hiver. La LPO nous a dit que c'était très important d'avoir ces nichoirs intégrés dans l'isolation. Et puis les hérissons, on fait juste un petit coup de scie, on ouvre le grillage et on laisse vivre la nature, c'est rien, et on continue à avoir l'usage qu'on en veut de barricader notre propriété. Et puis voilà, sur ce projet, sur plusieurs thématiques, on essaye aussi d'intégrer de manière très discrète les choses, et aussi de les communiquer. C'est clair en haut à droite, c'est des nichoirs à Martigny qui sont très visibles sur la façade au sud, à 8 mètres de haut. Donc c'est une quarantaine de nichoirs qui ont été intégrés dans le bâtiment. Et puis la paille hachée. Donc effectivement, avant que l'équipe de maîtrise d'œuvre soit retenue, la maîtrise d'ouvrage avait travaillé ce sujet avec l'entreprise La SIC, qui est une coopérative d'intérêt collectif. Et eux cherchaient un premier bâtiment sur lequel mettre en œuvre la paille hachée. Et donc la rencontre s'est faite avec le maître d'ouvrage. Et ensuite on a été retenu et j'avais d'autres idées. Moi je voulais mettre de la botte de paille, je trouvais que c'est encore plus frugal, mais ça viendra sur d'autres projets, puisque c'est moins de bois et c'est voilà. Et puis la recherche avance dans ce domaine, donc c'est tant mieux. En tout cas, on a la chance d'avoir localement la première entreprise en France qui transforme la paille en paille hachée et de pouvoir l'insuffler avec des épaisseurs différentes. Elle a ces avantages-là, elle a d'autres inconvénients, c'est pas qu'on ne peut pas mettre d'enduit, donc il faut une ossature bois, un bardage, en l'occurrence ici une protection au feu pour ce bâtiment. Mais c'est un matériau naturel, peu transformé, il n'y a aucun additif, c'est un bon isolant, la Cermi est en train d'arriver. Il est autour des 0,49, ce qui est quand même pas mal, qui est mieux que la botte de paille, qui est autour de 0,52, enfin ça dépend, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et effectivement, elle est
consommée encore de manière plus importante que la botte de paille. Elle est à 115 kg du mètre cube, ce qui confère à ce matériau, sous quelque forme qu'il l'est, un très bon déphasage en été également. Voilà l'usine telle qu'elle existe à Bonneuil-Matour, qui est en plein déploiement. L'agence fait partie, est signataire, elle fait partie du conseil d'administration. On essaie de cette manière de faire évoluer cette entreprise. Voilà. On garde notre place en tant qu'agence dans le marché public. On parle toujours d'autres isolants, on met une maîtrise d'ouvrage avec qui on travaille. C'est important, mais c'est important aussi de s'investir dans ce modèle économique qui est un peu à part, qui est une coopérative d'intérêt collectif. On touche aucun dividende, l'intérêt il est collectif, c'est-à-dire que tout l'argent qui est récolté, il revient au modèle, au projet pour le faire grandir. Et donc il y a aujourd'hui plus d'une centaine d'adhérents à ce collectif. Pour rapidement faire le bilan, on a fait un bilan carbone sur deux types de parois, une paroi classique en laine de verre et une paroi avec la paille hachée. Et on s'est rendu compte qu'on gagnait beaucoup en bilan carbone sur les matériaux. Et évidemment, on peut reporter, mais on va voir après, sur l'énergie consommée, évidemment, au chauffage et au rafraîchissement. Donc là, c'était 27 kg, presque 28 kg de CO2 par mètre carré évité. Les choses évoluent, la réglementation, les FDES aussi, ça sera les FDES négatifs n'existeront bientôt plus, mais en tout cas, l'écart reste important quand même, et c'est un matériau qui emmagasine du CO2 et c'est le fruit de notre territoire, comme ça a été dit tout à l'heure. Faisons avec ce qu'on a sous la main. Je vais laisser la parole à Thomas qui va présenter le travail tel qu'il a été réalisé sur site et ce premier chantier avec des estimations de temps, comment ça s'est passé. Oui, donc Thomas, représentant de l'entreprise Merlot ce soir, je suis conducteur de travaux au sein de cette entreprise. J'ai pu suivre ce chantier du coup. Donc l'entreprise Merlot, une entreprise située à Châtellerault, trentaine de kilomètres d'ici. On est spécialisé dans la construction en bois, tout type de bâtiments, le logement, le tertiaire et des projets publics, comme celui-ci. Nous sommes spécialisés dans la paille il y a une dizaine d'années, avec l'internat de Rouillé qu'on a vu tout à l'heure. On a fait une quinzaine de projets en botte de paille, avec une surface à peu près de 15 000 m² de parois isolées en botte de paille standard. Et en 2022, on a eu la chance de réaliser le projet Champlain, du coup, en paille hachée. Projet Champlain, une nouveauté pour nous, réalisé en paille hachée, un matériau que l'on ne connaissait pas. On a pu s'appuyer sur Yellow pour la formation. On a formé 3 à 4 compagnons pour l'insufflation des bottes. Ce projet, donc, c'était des caissons, comme on le voit, des caissons rapportés sur la façade qu'on a tout isolé en place. On a isolé en place car on a attendu un peu l'APEX sur le chantier. C'était en développement à Kielo, donc le planning chantier faisait qu'il fallait fermer le bâtiment, donc c'est pour ça qu'on a isolé en place. On a fait des projets par la suite, comme la caserne Pontachard, où on a tout intégré en atelier et on gagne un peu de temps sur le chantier. Donc la paille hachée produit vraiment plus confortable pour les compagnons sur le chantier. Beaucoup moins lourd que les bottes de paille standard. La mise en œuvre est beaucoup plus simple. Ça permet de revenir sur des classiques de l'ossature bois. On est moins contraint par les dimensions de la botte de paille. Là, la liberté architecturale reprend un peu de ses droits et on peut isoler à peu près tout type de bâtiment. Voilà. Après, en gain de temps, on peut en parler aussi un petit peu. On estime qu'on gagne environ 30% de temps par rapport à de la botte de paille standard. Voilà. Vous avez d'autres questions? Oui, puis c'est agréable de voir sur le chantier un
isolant qui vole et qu'on peut laisser au sol en fait. C'est une polystyrène. Il y avait une question. J'avais une question un peu pour la gratter. Parce que la dernière fois, il y avait l'architecte qui nous a dit qu'il fallait toujours essayer d'aller vers le low-tech et toujours essayer de faire ce qu'on pouvait. Et là, en fait, quand on fait de la paille hachée et qu'on est obligé d'avoir une autorisation et tout ça, enfin, d'électricité, qu'avec les bottes de paille, il y a déjà eu de l'électricité avant, mais voilà, donc c'est une petite question. J'aime Oui, bien faire la même. je vais même aller plus loin. La paille ne venait pas de Bonnet-Matour puisqu'elle était en développement. Elle venait des Pays-Bas. Donc, mais par contre, je vais vous rassurer tout de suite, on a fait le bilan carbone. On était curieux de savoir. Et le bilan carbone sur 1000 km, ramener un camion qui isole un bâtiment en entier, c'était 1 kg de CO2 en moins. Au lieu de 28, c'était 27 kg de CO2 gagnés par rapport à un autre isolant. Donc l'électricité mise en œuvre pour l'insuffler, je pense que c'est pas grand chose par rapport au gain qu'on peut utiliser. Toute la transformation, oui, on peut toujours faire mieux, effectivement. Au niveau des pailles, c'est encore plus frugal. Ça, je voulais savoir s'il y avait un traitement particulier de la paille pour l'utiliser, qui est une petite bête qui la mange, par exemple. Oui. Les petites bêtes, elles sont attirées par la nourriture, et en l'occurrence, toute la paille est égrenée, donc on n'a plus de terrain. Elle est compactée dans des caissons fermés, donc il n'y a pas d'air, on ne peut pas se faufiler, et c'est enfermé, donc on peut toujours créer un trou. Mais les souris peuvent faire gratter du polystyrène. Je suis désolé pour ce polystyrène, mais c'est quand même plus facile à gratter. J'ai vécu dans une maison. On entend les petites souris gratter le polystyrène. Là, c'est pas possible. En tant que salarié, j'occupe un bâtiment qui a été isolé en laine de mouton. Et vraisemblablement, voilà, le traitement n'a pas été réalisé comme il aurait fallu. Donc depuis 15 ans, nous souffrons d'une invasion de mythes dont on n'arrive pas à se défaire. Le propriétaire du bâtiment, c'est la communauté de communes, et je suis absolument effarée puisqu'il n'y a aucune solution qui a été trouvée pour l'éradication de ces mythes. Et l'intérieur du bâtiment va être totalement détruit pour être reconstruit à cause de mythes. Et voilà, c'est dommage quand même. Je ne connais pas le projet, c'est dur de se positionner, et donc sans doute c'est une problématique de mise en œuvre, c'est peut-être une conception, je ne sais pas. En tout cas, vous voyez ici, la mythe, elle va avoir du mal à entrer. Tout est. Voilà, on a été derrière, Thomas, tu pourras en témoigner. On a été un peu pénible, mais on l'est encore pour que ça soit soigné et que la paille soit problématique. Et la paille, enfin, je ne connais pas la mouton, je n'ai jamais travaillé. Non, c'est une question que je soulevais comme ça, parce que voilà, on peut partir de la meilleure volonté du monde, et puis finalement, il y a un problème qui surgit auquel on a du mal à faire face. Voilà, mais je vais passer, il y a eu des démonstrations, on peut venir toucher sur la paille. Et puis, comme c'était une première, derrière, on est suivi de très près par le CSTB qui nous a demandé d'instrumenter notre paroi pour contrôler l'hygrométrie de la température de manière constante sur 5 ans. Il y a des prélèvements fongiques qui sont faits tous les 6 mois sur les 3 premières années, une fois par an sur les deux dernières années. Voilà, on essuie les plâtres et le CSTB a besoin de ces retours d'expérience. Ça fait partie de la qualité, et le cahier des charges a été noté avec le CSTB qui est l'organe de contrôle qui regarde dans les moindres détails. Et on a passé beaucoup de temps, il y a eu 7 à 0 de détails sur la construction de ces parois. On est allé lui demander des choses sur les menuiseries alors que c'est juste à côté de la paille, mais voilà. Donc ça a été très loin. Et,
ça a été vu dans les moindres détails. Maintenant, l'avenir nous le dira. L'entreprise se développe et puis les techniques se développent dans les entreprises. Parce que l'insufflation, vous avez vu, c'est le tuyau et on parle de plus en plus de préfabrication, d'industrialisation. Et donc là, on a des tables d'insufflation à gauche. Et puis, la société travaille avec des sacs qui sont à partir de... qui sont biodégradables, mais l'idée, c'est d'aller vers le vrac, là aussi, pour éviter les emballages. Pour revenir au projet de manière plus large, donc il y a eu 3 phases. Il y a eu celle avant qu'on arrive où il y avait une chaufferie gaz qui a été remplacée par un réseau de chaleur urbain qui arrive en deuxième. Et ensuite, la rénovation thermique. Et donc on a des gains sur les consommations d'énergie à gauche et sur les émissions de gaz à effet de serre. On voit déjà que les consommations d'énergie en kilowattheure diminuent avec le type de chaufferie et encore diminue encore avec la rénovation énergétique, ce qui fait un gain total de 66% d'énergie. Et sur les gaz à effet de serre, c'est encore plus flagrant. Je me trompe peut-être, non, c'était 72, et là on arrive sur les gaz à effet de serre à 98%, en passant du gaz sur une passoire thermique à un bâtiment rénové et avec un réseau de chaleur urbain biomasse. Pour conforter le confort d'été, on a mis en place un système assez basique, c'est-à-dire on va ouvrir la fenêtre aux heures les plus fraîches. On a la chance d'être dans un restaurant où les personnes arrivent tôt le matin, peuvent ouvrir les fenêtres, faire circuler l'air. On a ouvert les faux plafonds comme ici avec des dalles perforées. On a enlevé évidemment le film qui est au-dessus pour que l'air puisse circuler dans les plafonds, chercher la dalle en béton et décharger la chaleur qui s'est accumulée, puisque la chaleur monte. On la décharge et on l'envoie par une cheminée en toiture qui elle-même est protégée par une grille comme en façade et une moustiquaire également. Donc pas de risque vis-à-vis de la pluie, des intrusions de volatiles ou de moustiques. Beaucoup de matériaux biosourcés ont été employés. Le Crous avait déjà réalisé le bâtiment avec de la peinture, c'était un peu une première pour nous, mais bon, voilà, des retours d'expérience sur la peinture, plutôt de réemploi que biosourcé sur des corps chauffants, comme les radiateurs. Bon, je passe. Et puis, le réemploi, c'était une première consciente pour nous. Julien nous avait donné son mot d'ordre, c'était de dire, faites le maximum, sans se prendre la tête, avec ce que vous pouvez. Et donc, en amont, le maître d'ouvrage avait réalisé un diagnostic PEMD. C'était la base sur laquelle on a pu travailler en relation avec notre projet. Et ensuite, on a fait du réemploi in situ, donc de la matière qu'on avait extraite sur place, qu'on a remis sur place, et ex situ avec des exutoires qui sont autour de ce schéma. Je vais passer très vite. Ici, des faux plafonds, c'est un classique, mais on a essuyé les plâtres de la poussière, des dégâts des eaux. On avait bien fait de mettre ça sur palette, mais ce n'était pas assez bien filmé, donc on apprend. Voilà, d'autres types de réemploi. Ce qui était important, c'est qu'on avait, on le voit à gauche, on aperçoit un lieu de stockage identifié qui était notre plateforme tampon. C'était un garage de 20 mètres carrés. Entre le chantier et l'extérieur, qui était à la limite de la clôture de chantier, et on permettait aux ressourceries qui venaient chercher ces matériaux de venir en toute sécurité, de ne pas rentrer sur le chantier. Donc ça a été aussi fondateur dans notre méthodologie. Et puis, à peine le chantier avancé, qu'on a déjà un particulier qui est en train de faire son garde-corps pour chez lui, avec les tubes de gaz. Ici, on a les usines qui ont récupéré des fenêtres qui n'étaient pas si vieilles, mais qui, pour une question d'homogénéité, on n'allait pas garder 4-5 fenêtres sur place. Et puis là, c'est une opportunité de chantier. C'est un confrère, on disait l'autre jour, en fait, leur emploi, c'est une architecture d'opportunité, c'est quelque part vrai. Et ici, c'est les gravillons de toiture. Et en même temps, on avait un autre chantier où une entreprise, à la place d'avoir une étanchéité classique, nous avait proposé pour une variante économique de faire une étanchéité protégée par les gravillons.
On a fait la corrélation, c'était la même entreprise sur les deux chantiers, et avec deux maîtrises d'ouvrage différentes, le Creuset d'un côté, l'université de l'autre. Et on a dit, mais pourquoi on ne réutilise pas ces graviers pour les utiliser ailleurs? Évidemment, il y a un peu de mousse, mais bon, au pire, ça fait une toiture végétalisée. Et après, quand même, on fait le voir avec l'autre maîtrise d'ouvrage, s'il était d'accord. Ça s'est très bien passé, on est ravis que ça a pu aboutir. C'est beaucoup plus de main-d'œuvre, mais voilà, au lieu d'aller extraire des cailloux dans une carrière, on donne de la valeur au travail, même s'il est pénible en l'occurrence, mais peut-être qu'il faut améliorer la chose. On replace sur l'humain. Et là, l'intelligence collective parle, et c'est le maître d'ouvrage qui nous dit, mais pourquoi vous avez mis des cloisons provisoires en placo laine de verre? Attendez les gars, il y a un truc. Pourquoi on ne ferait pas de l'ESB avec du biofilm? Et c'est ce qu'on a fait. Et je pense que c'est une bonne démarche pour une grande maîtrise d'ouvrage qui a plusieurs bâtiments et qui pourrait mettre en place ce genre de choses s'il y a un local où stocker de chantier en chantier pour réemployer des cloisons provisoires pour les nombreuses réhabilitations qui vont arriver. Et puis avec les matériaux du site, on avait l'intention sur le parvis de créer un totem qui vient à la fois, il y avait une question urbaine dans ce projet de dire le parvis n'est plus orienté comme à l'origine des années 60, donc on voulait faire un appel, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, et j'ai proposé qu'on résume beaucoup des choses qui ont été mises en place. Donc c'est la désimperméabilisation au pied de ce totem, c'est les quelques nichoirs qui vont habiter, c'est le réemploi par l'utilisation des grilles caillebotis, et c'est la mobilité douce par ces portes-vélos atypiques et qui ont été conçus et réalisés par une ressourcerie locale, la Réglaterie, et avec la participation de chacun en interne, chacun a dessiné l'intérieur de son porte-vélo. Et puis avec une recharge de batterie qui là aussi coûte peut-être la place de quelques places de pardon. On sait que ça coûte 15 000 € ce genre de choses. Et Julien me dit, bah oui, mais avec combien de places de parking je peux m'offrir ça? Et je ne sais plus, il y avait peut-être 5-6 places de parking. On peut s'offrir de quoi recharger les batteries. Je préfère investir dans cet objet pour donner la possibilité à tout le monde de venir en vélo électrique. À Poitiers, c'est très utile. Voilà, quelques images pour finir, et je laisse la parole à l'autre équipe. Un grand merci. J'étais vraiment contente de voir à la fois le maître d'ouvrage, l'architecte et l'entreprise, une des entreprises sur ce projet. Donc le titre de la présentation de ce projet, c'était Métamorphoser le déjà là, le restaurant universitaire Champlain à Poitiers. Et maintenant, donc, j'appelle l'autre équipe qui va nous parler de ce qui est pour moi une oasis urbaine. C'est la résidence touristique et étudiante à La Rochelle. Et donc j'appelle Thibaut de Champsavin et puis son maître d'ouvrage. Et donc vous allez nous parler de ce projet aussi tout à fait extraordinaire qui est dans le livre. Là encore, on donne d'abord la parole au maître d'ouvrage, selon la tradition. Puisque c'est la pratique. Merci. Je suis le maître d'ouvrage, donc Tristan Rivet. Avant tout ingénieur thermicien et gérant. Alors gérant à la fois de deux entités qui incarnent ce lieu. Tout d'abord le bureau d'études environnementales atmosphère, que d'aucuns connaissent peut-être ici, et également donc une structure de promotion immobilière privée. Voilà, je suis un maître d'ouvrage privé, donc une position assez particulière puisqu'on n'attend pas forcément des promoteurs privés dans cet exercice, et je suis très content de vous présenter ce projet. L'histoire d'Éden commence en 2005, et ce projet voit le jour, ou du moins les prémices de ce projet voient le jour à peu près dans les années 2015. Et 2015, c'est une date un peu anniversaire pour nous, parce que c'était les 10 ans
de l'entreprise et on a voulu, alors on s'est gratté la tête quand même pas mal avant sur ce qu'on ferait de ce foncier, mais assez rapidement on s'est dit ce serait quand même bien si on faisait quelque chose sur ce projet qui nous ressemble, parce qu'on a une particularité un secteur de promotion qui est très axé sur la dimension environnementale et on voulait faire un projet qui nous ressemble et j'irais pour aller plus loin avec les gens qui nous ont fait. L'histoire d'un promoteur, c'est avant tout une histoire humaine et surtout quand il s'agit d'une création d'entreprise et notre trajectoire a été en fait celle de toute une communauté qui nous a accompagnés toutes ces années, à qui on a fait confiance mais également qui nous ont fait confiance et donc on a souhaité faire un projet avec notre, on va dire, notre tribu, les gens qui étaient proches de nous. Alors c'est pas forcément simple parce qu'il faut choisir et on n'était pas forcément capable de choisir à ce moment-là, donc on a eu l'idée géniale de lancer une petite consultation pour avoir le meilleur projet. Donc on a listé principalement 2 architectes avec lesquels on avait une récurrence d'activité et des projets très bien avec l'un comme l'autre et en n'arrivant pas à choisir, on s'est dit le projet présenté va nous permettre de choisir ou pas. Et donc, on n'a pas été capable de choisir, puisque finalement, les 2 projets qui nous ont été présentés par les 2 architectes que sont Gravière et Foulon, Philippe Seguin, et Alternable, et en particulier Thibaut de Champsalin, on n'a pas été capable de choisir, puisque les deux projets proposaient quelque chose qui nous allait très bien. Alors, dire les qualités des projets, ce serait imaginer qu'il puisse y avoir des défauts, mais quoi qu'il en soit, il y avait une certaine cohérence et je dirais efficacité dans un certain projet. Et puis, à contrario, l'autre architecte apportait beaucoup plus d'engagement et beaucoup plus d'innovation sur la dimension environnementale. Et donc, étant incapable de choisir, on a fait quelque chose qu'on ne peut peut-être pas faire en marché public, mais en marché privé, on peut tous le permettre. On les a réunis en leur disant, écoutez, n'étant pas capable de choisir, on vous propose, si vous le souhaitiez, de vous réunir et arriver à faire quelque chose, le meilleur des 2, sachant que c'était quand même assez compliqué de choisir. Et c'est comme ça que ce projet s'est fait. C'est la première fois que ces 2 architectes collaboraient. Et pour un très beau projet que Thibaut va vous présenter. Merci Tristan pour cette présentation. Juste avant de commencer, j'aimerais aussi remercier Dominique pour l'invitation et aussi pour le fait d'essaimer un message sur tout le territoire français et de mettre un petit peu en lumière les savoir-faire au-delà de certaines régions de France qui sont souvent représentées et montrer qu'effectivement on se creuse la tête aussi ailleurs. Donc merci pour ça. Effectivement, chez Alternable, c'est vrai qu'on accompagne Tristan et Dan Promotion depuis un petit peu de temps. Et c'est vrai qu'on fait pas mal d'architecture à base d'ossature en bois, d'isolation paille, de terre. Et je fais aussi un petit coup à Christophe Texera avec qui on vient de livrer une école à Poitiers. Justement, et l'entreprise Merlot aussi a participé à ça. Merci à eux. Donc pour ce projet, je dézoome un tout petit peu. On se trouve à La Rochelle, sur un territoire coincé entre la mer et le marais, où le foncier est assez rare, et avec une population étudiante qui manque cruellement de logements. Et donc effectivement, ce projet de résidence étudiante qui mêle aussi du bureau et une résidence de tourisme a pris place ici. Et c'est vrai que dans l'équilibre financier, il y avait besoin d'une certaine forme de densité. Donc ce projet-là va peut-être surprendre certains par son parti pris en termes de densité, parce qu'effectivement, on est ici pour parler de frugalité, et il y a de la frugalité, et il y a aussi beaucoup de paradoxes qui interrogent des notions de sol, interrogent des notions d'énergie. Donc on a essayé d'y répondre à notre façon. Je vais passer un petit peu les sacs pour vous en parler, mais voilà. On se trouve ici donc à l'entrée du quartier des Minimes, qui est assez proche du port, et juste à côté donc, de la cité universitaire. On avait, juste au tout début, la première intention, on avait ici une propriété assez importante avec un bois classé, qui a été à l'origine de notre réflexion urbaine et architecturale, en disant, si on construit un grand bâtiment devant, nous n'aurons plus de vue sur cet espace végétal. Donc l'idée était de fabriquer un bâtiment vivant, et de façon à rapprocher tous les résidents, étudiants, et faire cohabiter avec le rampant, le volant,
le pédestre et fabriquer des corridors végétaux qui viennent au contact de la rue et finalement offrir au panorama urbain finalement la vue sur ce bois classé qui allait disparaître à l'origine. Donc le projet s'enroule autour d'un jardin central très dense et on va voir, voilà, et ici sur la façade rue, qui est une photo qui date d'il y a 2 ans, depuis elle a pris encore beaucoup plus d'ampleur. Donc en fait on a reculé la façade du rez-de-chaussée de 2 mètres à peu près, ce que le maître d'ouvrage a accepté de faire parce qu'effectivement il renonçait à une partie du foncier au profit d'un espace planté qui faisait une liaison au sol par un corridor végétal qui permettait effectivement à toute la petite faune de venir en connexion avec l'espace public. Donc cet espace de 2 mètres, on l'a planté généreusement au sol et on a planté des grimpants, mais aussi des arbres de haute tige dont le houppier commence au premier étage. Donc c'est-à-dire que voilà, on a par exemple, on voit ici le tronc de l'arbre et le début des branches commence finalement au début de cette résille bois qui va venir, elle, supporter toutes les branches et tous les grimpants qui vont être là et abriter toute la faune volante qui vient nicher tout le long de l'année. En fait, ce principe-là permet, au-delà effectivement de support, aussi de cacher l'arbre. Donc en fait, personne ne voit le tronc et tout le monde voit des branches fournies sortir, jaillir de la façade, ce qui donne un effet assez intéressant. Voilà, on le voit ici, donc ça c'est effectivement peut-être à la fin de la première année, d'autres photos qui vont illustrer cela. Et le rez-de-chaussée est dévolu au bureau d'Eden Promotion et les étages à la résidence étudiante. Le gabarit urbain, le PLU et le PUI de La Rochelle nous empêchait de monter plus haut que cet étage-là. Et effectivement, la demande et l'équilibre financier imposaient de rentrer, on va dire, une centaine de logements étudiants. Donc, pour ce faire, voilà une image qui va effectivement parler un petit peu. Un étage a été décaissé du sol. Donc c'est là où, si on parle de frugalité en sol, on peut parler de ce projet-là. Toutefois, effectivement, cet étage a permis donc d'y remplir tous les logements qui sont en périphérie, d'y loger aussi toutes les zones techniques qui sont derrière, dans la partie sombre, et toutefois de prolonger donc le bois classé qu'on avait derrière et le retrouver ici en façade. Voilà, ici on a la coupe qui est rapprochée sur la façade. Donc ici c'est une photo beaucoup plus récente où ça devient très fourni. Et on voit effectivement la réflexion qui va du sous-sol avec tout le système racinaire des arbres de haute tige qui sont plantés. On est contre l'arrosage, on est contre le pot. On a une réflexion depuis longue date sur le rapport du paysage à l'architecture. On a testé pas mal de choses et finalement aujourd'hui on généralise complètement l'idée de la pleine terre pour tout. Donc ça nécessite effectivement un certain entretien. Et à ce titre-là, le maître d'ouvrage s'est engagé auprès de la commune par écrit pour entretenir sa façade végétale et l'espace public, un espace plutôt privé qui donne sur l'espace public. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement la résille bois qu'on perçoit sur la photo se retourne jusque sur le toit de façon à masquer le dernier étage et offrir un support aussi aux oiseaux qui effectivement qui nichent des nids assez régulièrement. Cette résille bois a été faite en baligo de châtaignier, qui a posé pas mal de questions parce qu'on est aussi soumis à l'avis de l'Architecture des bâtiments de France ici. Donc on a prototypé, mais on voulait un bois extrêmement rustique, donc pas usiné. Il a juste été écorcé. Comme on le sait, effectivement, le châtaignier est un bois très nerveux. Donc effectivement, il y a eu beaucoup d'essais faits pour le fixer. Ça a été effectivement, parce qu'il y a un petit côté un peu juste fini, il a beaucoup fait parler parce qu'il y a un petit côté village gaulois d'Astérix. Finalement, aujourd'hui, 3 ans après,
tout le monde est ravi de cette façade qui fait une entrée vraiment très agréable au quartier. Et évidemment, il participe à l'îlot de fraîcheur. Aujourd'hui, depuis quelques temps, on parle de ces températures qu'on a dans les rues sur un enrobé foncé. Et là, effectivement, avec une façade qui a de l'ampleur et qui fait lien avec le bois derrière, un rafraîchissement réel et qui participe et au confort de la rue et au confort des logements qui sont au-dessus. Sachant qu'on est sur une rue extrêmement passante, une des rues les plus passantes de La Rochelle, puisqu'il n'y a pas d'entrée au quartier des Minimes. Donc les résidences étudiantes, on est en ventilation naturelle. Toute l'épaisseur de la résine bois offre des balcons. Et donc cette végétation offre aussi à l'habitant, quand on est à travers la fenêtre, on est à l'orée d'un bois. Et c'est vrai que les bois continuent, ils sont beaucoup plus espacés au niveau des balcons, mais quand on est à l'intérieur, il y a une espèce de sentiment de... on ne sait pas où on est. Et ça, c'est saisissant, effectivement, de voir le contraste qu'il y a entre la rue et le ressenti depuis l'intérieur. Donc ça sont les plans des différents niveaux. Je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Voilà. Et ici, une vue aérienne du jardin central, qui était donc décaissée. On n'est pas très loin d'une nappe. Donc on a travaillé avec aussi Barthélemy Schouberger, qui est paysagiste chez Landscape, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là ce soir, mais un empêchement. En tout cas, la réflexion sur le jardin central était justement d'empêcher le piétinement des usagers, des hommes, dans ce jardin, ailleurs que sur des coursives et des terrasses aménagées légèrement en pilotis. Donc on le voit ici. Voilà, le cheminement est déterminé, il est tracé, il est précis. Donc plusieurs entrées avec, on va dire, une place centrale qui donne sous un couvert végétal et 100% des essences de végétaux petits, moyens et grands, parce qu'il y a les différentes strates de végétation qui permettent effectivement certains de nourrir les petits, après les plus gros protègent en soleil ceux qui sont en dessous, et ainsi de suite. Toutes les essences sont comestibles, et pour effectivement les résidents de la résidence et pour ceux des bureaux. Donc on a des figuiers, on a des cerisiers endémiques, on a des figuiers, on a... Ouais. C'est pas mal de plantes aromatiques et quelques tentatives de potager aussi de la part des personnes de chez Hélène. Donc aucun piétinement effectivement sur les zones naturelles. Dans l'aménagement des bureaux, qui sont donc au rez-de-chaussée, on a prolongé cette démarche de baliveaux châtaigniers qu'on a un peu plus soigné, on les a sablés, donc pour qu'ils soient un peu plus soignés en aménagement intérieur, évidemment resté quand même très rustique. Et donc tout ce qui est isolation a été fait sur de la fibre de bois ou de la laine de bois. Le parquet pour le côté en bambou. Mais c'est aussi un clin d'œil à une autre partie de l'activité d'Eden sur Mayotte. Donc toute la partie bioclimatique met en valeur, parce qu'effectivement le système constructif du bâtiment est fait sur un squelette en béton qui apporte toute l'inertie, qui reste accessible à tous les étages, et un manteau en ossature bois qui permet effectivement d'isoler le bâtiment et de préserver l'inertie à l'intérieur. Il y a tout un système, ensuite, là, voilà, je passe un petit peu vite, effectivement on retrouve aussi la végétation à l'intérieur. Et en termes de confort intérieur, je vais laisser la parole à Tristan et parler un petit peu aussi de la stratégie énergétique du bâtiment. Tu n'as pas dit quand même le hall d'entrée est tout vitré. Le hall d'entrée était tout vitré, et donc la volonté de l'archi c'était de faire rentrer la végétation depuis la rue. Donc en fait, on a tenu le cahier des charges de faire une partie vitrée devant, et la partie vitrée derrière est complètement transparente. Alors ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est ramener cette même transparence en haut pour des sombres histoires de RP, de résistance au feu et compagnie. Donc là, on n'a pas pu jusqu'au bout dans les étages, mais au moins le rez-de-chaussée, depuis la rue, on voit le jardin. Depuis le jardin, on ne regarde pas dehors, de toute façon, on regarde le jardin. Mais voilà. Donc voilà la partie vitrée. Pour ce qui est de la partie thermique, là je vais prendre mon autre casquette, celle d'atmosphère et de thermicien. Alors, c'est pas spécialement low-tech,
Parce qu'en fait, on a concentré ici, dans cette résidence, tout un tas de solutions énergétiques qu'on avait déjà expérimentées séparément par le passé. Et là, on est au bout de l'exercice pour essayer de toutes les mettre. Ça a été rendu possible, clairement, parce qu'il y a un transfert de coûts entre la construction, donc le prix de revient, et l'exploitation. Dans la mesure où sur du logement, le particulier n'a pas forcément envie, ni les moyens, ni la conscience, en général, d'acheter plus cher quelque chose parce que ça va lui coûter moins cher demain. Ici, dans la mesure où nous sommes aussi exploitants de la résidence, on a assez rapidement fait le calcul, et oui, on surinvestit au niveau de la réalisation dans le choix des systèmes, parce qu'on sait très bien qu'on va s'y retrouver derrière en exploitation. Alors c'est un calcul à long terme, peut-être même qu'on parie et on espère une hausse des coûts de l'énergie, parce qu'on a de notre côté fait ce qu'il fallait pour que ça ne revienne pas trop cher. Alors, on peut disserter sur l'indexation du granulé sur le gaz, mais c'est un autre débat. Mais voilà, donc on a concentré dans notre résidence tout un tas de systèmes. Alors, ce qu'il y a de nos textes, c'est qu'on ne climatise pas pour du tertiaire. Traditionnellement, quand on fait des bureaux, on met de la clim. Là, on ne climatise pas. Tout à l'heure, j'ai donné un chiffre. La climatisation, c'est 10% des gaz à effet de serre dans le monde. Donc, c'est colossal. Et on va vers un réchauffement. Et donc, cette solution devient, malheureusement, risque de se généraliser, la climatisation. Donc, nous, on n'a pas climatisé. En revanche, on a mis 6 sondes de géothermie profonde dans le sol, à 100 mètres. L'eau est salée, donc on ne peut pas en faire grand-chose d'autre. 6 sondes de géothermie qui permettent de faire ce qu'on appelle du free cooling. Donc, on récupère les calories fraîches en été et on recharge, donc on réchauffe la nappe en été. Et l'hiver, on fait le contraire, on récupère les calories chaudes qu'on a accumulées pour rafraîchir. Donc, on a tout un système de rafraîchissement passif en hiver et de pompe à chaleur, on va dire, en été. Pardon, c'est le contraire. De rafraîchissement en hiver et en été et de pompe à chaleur en hiver, je vais y arriver. Ça, c'est le premier système qu'on a mis en œuvre. C'était plutôt une première pour nous. Des deux poêles appelés, enfin deux chaudières appelées. Le choix de 2, c'était pour pouvoir faire la maintenance de l'une quand l'eau tourne, et aussi de pouvoir la couper, parce que le problème des grosses chaufferies, c'est au Gofen qui fait toujours la même chaufferie, mais le problème de mettre des gros systèmes, c'est que ça n'aime pas trop tourner en sous-régime. Or, en été, il y a quand même beaucoup moins besoin de consommation. On est pratiquement autonome sans les peler, d'ailleurs, sur la partie été. Mais donc, comme ça n'aime pas trop tourner, en en mettant 2, eh bien, on arrive à avoir des régimes de fonctionnement et d'en couper une, intéressant. De l'eau chaude solaire, tout à l'heure, on va montrer une photo aérienne et on voit qu'il y a plein de parties avec des pantois un peu en chaîne qui permettaient de mettre des tubes solaires. Donc, on a mis de l'eau chaude solaire, et l'eau chaude solaire, elle est donc pour produire l'eau chaude, couplée avec une installation photovoltaïque en autoconsommation, de façon à pouvoir faire consommer localement. Encore une fois, comme on est exploitant, on s'est retrouvé dans le calcul, même si maintenant il y a des nouveaux processus, notamment d'autoconsommation collective, mais ça n'existait pas à l'époque. Donc on était en autoconsommation individuelle sur les parties communes, c'est un peu technique, mais on chauffe, en gros, on fait l'apport énergétique électrique de notre eau. Et donc la meilleure façon de transformer l'énergie, c'est de stocker de l'eau chaude. Donc on stocke beaucoup d'eau chaude qui sert à la fois pour le chauffage et pour l'eau chaude. Et le tout étant diffusé soit par le sol, soit par le plafond, suivant dans quel étage on se trouve. Quand on a une obligation de chape, on fait une diffusion par plancher chauffant. Et quand on peut s'exonérer de mettre une chape dans les étages courants, on fait une diffusion par radiation au niveau des plafonds, ce qui est aussi très efficace dans le rafraîchissement, alors que la chape, ça ne marche pas très bien, le rafraîchissement. Donc voilà, donc, de ce point de vue-là, c'est pas hyper low-tech. En revanche, dans la mission sur l'exploitant, on assume complètement la partie un peu technique de l'exploitation, et on ne livre pas, comme dans du logement, on pourrait imaginer livrer à son occupant et puis il se débrouille. Non, là on est vraiment l'exploitant, avec une entreprise sérieuse derrière qui fait de la maintenance. Ça, c'est pour les choix des systèmes. Et pour ce qui est du bâtiment, on est en double isolation, intérieur-extérieur. Le summum, c'est être en simple isolation et que par l'extérieur. En revanche, on se frotte quand on fait ça à l'acceptation des clients. On l'a déjà vécu par le passé. Et c'est super le béton brut, sauf qu'il faut expliquer aux gens, ça fissure, les TMA, le déplacement de la cuisine, c'est pas possible, les interrupteurs sont castrés. Donc on a réussi quand même à mettre du béton brut dans nos bureaux, on assume quand même nos ambitions. Et donc toute la partie bureau est en béton brut. Et sinon, on est en double isolation intérieur-extérieur, ce qui permet quand même, j'entendais tout à l'heure quelqu'un prononcer le mot négawatt, qui permet quand même d'être dans la maxime de l'énergie qu'on ne consomme pas. Voilà, je vais pas en dire beaucoup plus sur la thermique, pour devenir une c'est pas le but. Juste pour préciser aussi par rapport au choix énergétique qui est pluriel, donc avec les panneaux solaires, les PV, la géothermie, la chaudière bois, c'est qu'effectivement il y avait aussi une volonté de chercher l'autonomie, mais d'aller grignoter sur le réseau électrique le moins possible, et à des moments effectivement où le maillage électrique est plus sollicité. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, effectivement,
l'autonomie fonctionne, et là où on a besoin du réseau électrique public, c'est des moments effectivement où il est peut-être le moins sollicité. Voilà. Et aussi, deuxième chose, enfin, l'importance du côté robuste et résilient du bâtiment en multipliant ces systèmes de chauffage. C'est qu'on a connu quelques intempéries extrêmement fortes qui ont fortement endommagé aussi la capacité à accéder au réseau électrique. Là, il y a une forme d'autonomie qui fait que même si un système tombe en panne, finalement, on a le relais derrière des trois autres. Ce qui est finalement, et ce qui était recherché dans cette opération. Juste, puisque le thème c'est la frugalité, donc la sobriété en quelque sorte, une notion qui nous tient à cœur, nous, c'est l'intensification des usages et l'hybridation. Donc en cela, c'est une résidence qui est en quelque sorte partagée dans le temps entre l'étudiant et le touriste, mais surtout partagée dans les usages, c'est-à-dire qu'en un seul et même lieu, il y a à la fois un promoteur immobilier qui a des bureaux, qui a une activité la journée, qui va consommer donc plutôt en journée de l'eau de chauffage, partagé avec des usagers qui sont plutôt des locataires étudiants qui sont plutôt le soir et la nuit. Partager les usages, c'est aussi les lieux. Il y a une salle de réunion, une salle de séminaire que l'on partage aussi bien avec les étudiants quand ils ont affaire, quand ils réservent la salle et qui font des manifestations d'étudiants, on va dire, et puis les différentes entités du groupe. Donc voilà, on était vraiment dans la motivation de consommer, on va dire, vivre plus, vivre mieux avec finalement pas plus, ou même idéalement avec moins. Donc oui, pour revenir justement sur le partage des usages, il y a une buanderie collective, il y a le séminaire qui sert à tous. Donc cette mutualisation des espaces permet aussi une économie de surface qui est intéressante et qui favorise aussi une dimension du lien social entre étudiants, touristes et professionnels, ce qui faisait partie des volontés du tout début. Et il y avait aussi, d'un point de vue urbain, une volonté d'ouvrir ce jardin central. Donc on a créé des venues à l'intérieur qui permettent aux gens du quartier de venir profiter du parc au milieu. Merci. Un très grand merci. Je crois que là encore, on a vu ce que ça donne quand le maître d'ouvrage et l'architecte s'entendent bien, ont envie de travailler ensemble et poussent le bouchon toujours un petit peu plus loin. Alors, on a déjà eu 2-3 questions. Est-ce que vous auriez d'autres questions pour nos intervenants, pour moi ou pour les autres intervenants? Oui. Merci, c'est très beau, ça donne très envie d'y vivre en tout cas. Une petite question quand même au niveau du coût, parce que ça vend vraiment du rêve, mais juste pour avoir une petite idée, si vous pouvez nous donner le coût au mètre carré d'une opération comme ça. Clairement, on était sur un niveau de coût plus élevé que ce que l'on fait d'habitude. Comme je l'évoquais, un des leviers pour un promoteur, c'est en gros de parler de marge. Ce n'est pas un modèle hyper viable comme solution, mais c'est une opération où on a, sur un bilan d'opération, très peu de marge, donc un gros transfert, donc ça c'est un premier levier. Le deuxième levier, on ne va pas se mentir, on a été accompagné par l'ADEME, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire que ce n'est pas le premier projet qu'on expérimente avec l'ADEME. Donc l'ADEME nous a accompagnés, subventionnés, donc ça permet aussi de faciliter certains choix, puisqu'on a une motivation à le faire. Je me garde bien de vous donner le prix parce que j'ai en tête quelque chose de l'ordre de 2 700 € avec le mobilier, j'ai une espèce de chiffre global. Malheureusement, on a beaucoup moins de repères au niveau des prix aujourd'hui parce que ça fait quand même 4 ans qu'on a pris des hausses successives. Donc ce que l'on pensait impensable il y a 5 ans, finalement ça devient presque la norme. Mais clairement, c'était une opération qui était relativement importante en termes de coûts, ce qui expliquait aussi notre motivation à aller chercher le plus de mètres carrés et donc la réalisation d'un étage supplémentaire en rez-de-jardin. Ça faisait partie des solutions qui ont été trouvées pour rendre l'équation possible. Merci beaucoup. Une autre dernière question? Oui, non, bravo, je trouve ça très très poétique, avec ces arbres comme ça qui s'échappent un peu du bâtiment. C'est une sorte de résistance, je trouve, l'image. Et justement, par rapport à ces arbres qui sortent comme ça du bâtiment, j'ai repéré, ce sont des érables ou... D'accord. Et un jour, les branches deviennent charpentières. Alors, comment vous avez... En fait, il y a deux façons de faire, deux stratégies. Il y a
il s'agit juste, en fait, dans l'épaisseur de la résille végétale, au niveau des balcons, on a fabriqué une espèce de corset. Donc c'est-à-dire que les premières branches, on les a emmenées dans des corsets. Donc on va dire qu'il y a le balcon, il y a la résille, et entre les deux, on a laissé une épaisseur, comme un maillage. On a quand même une partie des branches viennent dessus, de façon effectivement à pérenniser un réseau de branches à l'horizontale, donc ça sur 2 niveaux. Et après, toutes celles qui jaillissent sont à l'entretien de l'utilisateur. Et en l'occurrence, on est tous d'accord pour dire qu'on est content de les voir dépasser. Voilà, tant qu'il n'y a pas de jet en fait, par rapport à l'espace public, ça reste là. Et c'est dans l'épaisseur en fait. Ça peut grossir. Oui. Le sujet sera en hauteur, c'est-à-dire qu'un jour il faudra élaguer en hauteur pour éviter qu'il y ait trop de porte-à-faux quand il y a de vent, parce que ça souffle à La Rochelle. Mais l'avantage d'être en résidence gérée, c'est qu'on a du personnel. On a un personnel d'entretien qui nettoie nos différents sites et une campagne d'élagage, ils le prennent en charge, c'est assez facile, il y a des balcons partout, donc c'est assez facile d'entretien. Le maillage dont je parle, c'est ces épaisseurs-là. Effectivement, une partie des branches passe à l'horizontale ici et là. Et après, au sens qu'il puisse se développer librement aussi à l'horizontale. Oui, parce que les bois, là, ils sont espacés de combien J'ai plus en tête, mais grosso modo, c'était la valeur d'un plein pour un vide. Attends, mais c'est sûr que oui, parce qu'effectivement, c'est sûr, voilà. Et en fait, ils sont tous mis comme ça. C'est un plein vide. Sauf au niveau des balcons, bien évidemment, où on ne met pas les gens dans les cages, où là, ils sont plus espacés. Oui. Ça montre les saisons, en fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on parlait de la vie, et ce qui est intéressant avec le panel végétal qui a été choisi, c'est qu'il y en a qui sont persistants, il y en a d'autres qui sont caducs, il y en a qui restent verts, il y en a qui deviennent rouges, les feuilles, et donc on a une façade qui donne les saisons, et c'est plutôt intéressant. On le redécouvre un peu différemment à chaque fois. On voit ici effectivement la saisonnalité un peu différente, et le rez-de-chaussée donc était tout vitré ou en pierre sèche. On a profité de ces pierres sèches aussi pour éliminer des nichoirs sur les expositions, pour effectivement multiplier les zones de refuge. Alors, ça fait 1h45 qu'on a commencé. Vous avez chaud, vous avez soif. Donc ce qu'on vous propose, c'est qu'en fait pour les échanges, les questions, eh bien, vous restez là pendant le buffet et vous, voilà. Dominique est là, les architectes, leurs maîtres d'ouvrage sont là. Et voilà. Et ce qu'on avait proposé à Dominique, c'était de l'emmener au restaurant. Elle a dit non. Elle a dit, moi je veux rester là. Donc on a préparé un buffet parce qu'elle veut rester avec vous pour échanger. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Et juste pendant que je fais la conclusion, je voudrais, parce que le cycle se termine le 28 juillet, mais c'est notre dernière rencontre. Donc je vais appeler ici tous les gens qui ont contribué à ce cycle, et c'était vraiment beaucoup de travail. Je vais appeler le petit groupe, c'est l'équipe des 4, c'est François, Isabelle de Noyel, qui s'occupe du secrétariat communication du groupe local. François, c'est lui qui a fait aussi la scénographie et qui est qui est vraiment important. Il y a Claudine Godin, la présidente de la maison d'architecture, qui est aussi une signataire très engagée, qui a travaillé énormément et qui ne pouvait pas être là. Vraiment, on la salue. Et puis on a aussi la commission de la MDA. Donc c'est Patrice là-bas, tu viens aussi. Conchetta, voilà. Allez-vous passer pour Conchetta. Voilà, tu peux aller la chercher, Frédéric. Voilà, qu'elle vienne ici. Et puis après, on a aussi tous ceux qui ont fait les permanences. C'est Frédéric Ivanès, tu viens aussi, qui ont fait les visites guidées. On a Elios qui a fait aussi les visites guidées. Voilà. Et puis on a aussi ceux qui ont organisé les visites d'opération, c'est-à-dire la caserne Agathe, Brice, Patrick Vétier avec la maison potager. Donc Frédéric, tu viens parce que Frédéric, c'est la directrice de la maison de l'architecture et sans elle, c'était vraiment pas possible, qui a vraiment tenu la route tout le temps. Voilà, Frédéric aussi. Alors, qui j'ai oublié là. Aussi Guillaume, parce que sans Guillaume, il n'y avait pas de cycle. C'est lui qui a eu l'idée et vraiment, merci infiniment. Voilà. Et puis, merci aussi à
David, lâche voilà. David, c'est ODIS, mais il est aussi un signataire engagé. Donc, on a beaucoup de signataires de la frugalité qui sont là. Voilà. Et tous ensemble, on va beaucoup remercier Dominique, qui est venu de Stuttgart jusqu'à nous, voilà, pour transmettre aussi les principes de la frugalité. C'est vraiment important que, voilà, que Dominique. Voilà, donc, c'est ça la frugalité. La frugalité, c'est le collectif, c'est travailler ensemble, c'est voilà, c'est être tous ensemble. La bienveillance. Voilà, tout le monde a joué le jeu. On pensait qu'on n'était pas assez capable. On est un tout petit groupe, mais voilà, on a réussi à le faire. Donc voilà. Puis merci beaucoup à nos invités, voilà, de donner beaucoup d'eux-mêmes. Donc, alors, juste un petit mot pour l'année prochaine. Madame Monconduit, maire de Poitiers, on l'a rencontrée il y a quelques mois. On a parlé de ce cycle, mais elle nous a interpellés sur la question de l'aménagement frugal de l'espace public. Donc, on a discuté dans le comité de coordination et on a dit ça sera le projet 2026. Donc, on vous donne rendez-vous voilà, l'année prochaine pour ça. Donc, et surtout, vous restez, parce qu'on a préparé un joli buffet. Donc, voilà. Merci à vous. On vous applaudit aussi. Voilà l'été. Merci beaucoup.